Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous partager ma conversation avec Marine. Marine est sage-femme depuis plus de 7 ans et exerce à Lyon dans un hôpital de niveau 3, c'est-à-dire qui intègre la prise en charge des grossesses à haut risque et dispose d'une unité de néonatologie et réanimation néonatale. Dans cet épisode, Marine nous décrit avec beaucoup de sincérité les dessous de son métier et son quotidien à l'hôpital, rythmé entre accouchement et suivi de grossesse sur des gardes de 12 heures. Nous échangeons aussi sur sa vision de la maternité ou encore son rapport à la peur et sans surprise sur la situation d'aujourd'hui en plein Covid-19. Je remercie d'ailleurs Marine d'avoir pris le temps de m'accorder cette interview dans ce contexte si particulier. Je vous laisse découvrir notre conversation et vous souhaite une très belle écoute. Marine, tu es sage-femme et je ne te cache pas que je suis plus que ravie de te recevoir aujourd'hui dans Caféine, car c'est un peu après notre rencontre que l'idée de créer ce podcast a fait sens pour moi. Je m'explique, lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons passé plus d'1 heure à échanger sur ton métier et ton quotidien, et cela m'a littéralement passionnée avec plus d'une question restée en suspens. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous raconter d'où tu viens, et surtout pourquoi et comment tu as décidé de devenir sage-femme ? Bonjour, donc je m'appelle Marine, j'ai 30 ans, et donc je suis sage-femme depuis, 2013, donc depuis 7 ans. Je suis lyonnaise, de base, j'ai fait toute ma scolarité et mes études à Lyon et j'ai décidé d'être, sage-femme en fait, toute petite. J'ai toujours en fait voulu faire des accouchements. Ma maman avait un ami qui était gynécologue obstétricien et son fils avait mon âge et on partait en vacances ensemble, voilà, on faisait tout ensemble et ce gynéco obstétricien me racontait, qu'il faisait des accouchements, qu'il faisait des gardes de nuit, qu'il courait dans les couloirs de l'hôpital, qu'il y avait des bons moments, des mauvais moments, des césariennes. Voilà, cette personne m'a vraiment interpellée et son métier me passionnait. Je me souviens qu'il nous avait appris à faire des petits trucs du genre regarder dans les oreilles pour voir s'il n'y avait pas une otite ou écouter au stéthoscope. Je devais avoir une dizaine d'années et déjà j'avais envie de faire de la médecine et en particulier les accouchements. Ensuite, il a fallu faire un stage d'orientation en troisième ou en seconde, je me souviens plus exactement, mais du coup j'ai fait mon stage avec lui dans une maternité, donc un hôpital public, l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Et donc qui était un hôpital de niveau 3, donc c'est un hôpital où en gros on accepte les femmes qui ont des grossesses à risque. Et aussi, on prend les bébés en néonatologie quand ils sont tout petits et qui naissent très prématurés. Donc, c'est des hôpitaux où il se passe plein de choses, où c'est très varié. Et donc, voilà, donc j'ai fait un stage avec lui pendant une semaine. Et donc, je devais avoir 15-16 ans et il m'a propulsée, il m'a lâchée dans une salle d'accouchement, il m'a lâchée dans un bloc de césarienne et j'ai vu plein de choses, ça m'a passionnée. Et voilà, donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier. Voilà, c'est vraiment, j'ai toujours voulu faire des accouchements parce que, ce qu'ils m'en racontaient, c'était exceptionnel et moi, ce que j'avais vécu pendant ce stage, c'était magique et d'ailleurs, j'ai vu un accouchement pendant ce stage et je me souviens de cet accouchement, la petite fille s'appelait Sarah. Donc comme quoi. Ah, c'est marrant. Ouais, ouais, voilà. Mais donc voilà, je me souviens que mon père était venu déjeuner avec moi entre midi et 2 et je suis sortie de cet accouchement, en pleurant, je lui ai dit: «Mais c'est dingue, c'est le plus beau métier du monde», voilà. Donc du coup, D'accord, ah ouais, donc c'était vraiment une vocation pour toi. alors, c'était une vocation surtout, de faire des accouchements, mais à cette époque-là, je connaissais pas trop le métier de sage-femme. J'avais surtout pour modèle, cet ami de ma mère qui était gynéco et du coup, j'ai fait à la base médecine pour être gynécologue obstétricien. J'étais D'accord. vraiment, je connaissais pas du tout, enfin, je m'étais pas trop intéressée en tout cas au métier de sage-femme et voilà et en fait, à l'issue de médecine, j'ai redoublé mon concours. J'ai pas eu, médecine et j'ai pu choisir entre kiné, ergothérapeute et sage-femme. Et Mmh. donc c'était la grosse déception le jour des choix. Je voulais rien choisir, je voulais partir faire autre chose, faire du droit ou
peu importe. Et j'ai une de mes meilleures amies avec qui j'ai fait médecine, qui elle a réussi médecine et qui m'a dit: «Mais enfin, choisis sage-femme, tu as toujours voulu faire des accouchements, enfin voilà, tu connais pas ce métier, peut-être qu'en faisant des stages ça va te plaire, peut-être que ce sera ce que tu avais imaginé». Et du coup, elle m'a convaincue de prendre, le jour des choix sage-femme, ce que j'ai fait. Et un peu, à reculons. Et au finalement, j'ai pas été déçue. Et tu savais à peu près à quoi allait ressembler ton métier ou pas du tout? En fait, je savais que les sages-femmes étaient près des bébés, ça c'est sûr. Et je savais qu'elles étaient, pour moi, j'avais plutôt l'image de la sage-femme qui, assistait le gynécologue, en gros, qui était là pour coacher la patiente, mais qui faisait pas d'acte, en fait. Et Mmh. du coup, c'est pour ça, je me disais: «Mais en fait, voilà, je vais être sage-femme, mais je ferai pas d'accouchement et j'aurai jamais, voilà, ce rôle un peu clé, pour les femmes qui viennent d'accoucher». Et voilà, donc c'est surtout pour ça que je voulais être gynéco. Et je pense que je me trompais évidemment sur, le métier de sage-femme, puisqu'en fait, après je me suis rendu compte que quand on travaille à l'hôpital public et qu'on s'occupe de patientes pour qui, la grossesse est normale, on peut tout faire en fait. Une patiente qui a une grossesse normale et un accouchement qui se passe bien peut ne voir qu'une sage-femme, de A à Z. Ouais, c'est vrai. Mmh. Et Voilà. ensuite, donc tu as fait une école, c'est ça, de sage-femme Ouais. en combien d'années? Donc après, donc j'ai fait 2 ans de médecine et après il y a 4 ans d'école. Donc j'ai fait 4 ans D'accord, d'école 4 ans où d'école. où on alterne en fait, on fait une semaine de cours, 3 semaines de stage, tout le temps. Donc D'accord, c'est dès très la première vite, année? ouais, dès la première année. Donc Ah tu ouais, très, très vite dans le d'accord. bain. On commence par des stages, infirmiers. On apprend, tout ce qui est, soins infirmiers, pansements, prise de sang, tout ça. Et ensuite en fin de première année, on fait notre premier stage en salle d'accouchement. Donc voilà, c'est, D'accord, et tu te souviens? Tu ouais, te ouais, souviens je de me ce premier souviens de stage? ce premier stage. C'est ouais, c'est particulier. Tous mes copains étaient à la fac de médecine, ils sortaient, c'était les belles années. Et nous, on se retrouve en stage à faire déjà une vingtaine d'années, des gardes de nuit, des gardes de week-end. Quand tu te retrouves le dimanche soir à minuit, de garde. Ouais, au début, c'est compliqué quand même. Parce que, et puis les sages-femmes, elles veulent nous apprendre très vite le métier. Elles veulent, enfin voilà, on n'a pas le droit à l'erreur quand on est sage-femme. Donc c'est vrai que c'est assez strict. Et les années d'école n'ont pas été très faciles. Je sais que c'est le cas de beaucoup d'étudiantes sages-femmes. C'est une grosse pression et c'est un décalage. Enfin, c'est-à-dire qu'on est vite projeté dans le monde professionnel alors que d'autres sont encore dans la vie étudiante. Et ça, c'était pas facile. Donc, je pense que ça peut un peu en freiner plus d'une. Mais bon, après, quand on adore le métier, voilà, ça nous freine pas. Mais c'est vrai que c'est pas les plus belles années, les années d'études, je trouve. Est-ce que tu te souviens de ton premier accouchement, celui où vraiment, tu as toi accueilli le bébé? Ouais, alors ouais, c'était sur un stage. Je me souviens pas vraiment je me souviens du tout premier que j'ai vu quand j'étais donc en seconde, la petite fille Sarah là. Et puis après, je me souviens pas exactement du premier que j'ai vraiment fait parce qu'en fait on en fait progressivement. C'est-à-dire qu'au début on en regarde, ensuite, on fait juste la fin, c'est-à-dire qu'on finit de sortir le bébé, ensuite la sage-femme va nous laisser un petit peu plus de place et en fait, au fur et à mesure, on nous laisse un peu plus de place, donc il y a pas vraiment une première fois où on touche D'accord. et où on Mmh. fait tout l'accouchement. Au début, on touche un petit peu, puis ensuite, on fait de plus en plus. Mais je me souviens quand même qu'en deuxième année, j'ai fait un stage dans une petite clinique où il y avait, c'était une clinique qui était mutualiste, donc où les sages-femmes faisaient les accouchements de A à Z. Et c'est une clinique où il y a beaucoup de, enfin, c'est des patientes qui vont bien, il n'y a aucune grossesse compliquée, tout ça. Et donc, les sages-femmes nous laissent quand même plus faire quand on est étudiante. Et je me souviens que pendant ce stage, j'ai beaucoup appris. Elles me laissaient tout faire, elles me guidaient en me parlant à côté, mais elles me laissaient tout faire. Et je me souviens bien que sur ce stage-là, j'avais été autonome et que ouais, c'est assez, c'est impressionnant et c'est hyper, comment dire, valorisant. On se sent bien quand on a fait un accouchement et surtout quand on a coaché la femme toute seule. Quand on est Ouais. seule à parler, à encourager la patiente et que la patiente vous regarde et qu'elle suit ce que vous dites, ça c'est vraiment une sensation de, ouais, c'est hyper valorisant. Plus qu'en soi de faire l'acte, parce que ça m'est déjà arrivé de faire l'accouchement puis que la sage-femme soit à côté de moi et qu'elle coach la patiente. On se sent pas, voilà, on se sent pas autant important que quand on coach la patiente toute seule et qu'on fait vraiment l'accouchement toute seule. Donc, je me souviens que ouais, pendant ce stage, elle m'avait laissé plein d'autonomie et là, j'avais adoré. Vraiment, c'est à ce stage-là que ça avait vraiment décollé. Je m'étais dit, mais là, c'est vraiment mon truc. J'adore. J'étais trop fière. Non, non, j'étais trop contente. Et ensuite, tes premières expériences, c'était où? C'est dans des hôpitaux, Ouais, dans des publics, en hôpitaux. clinique? Ouais,
En fait, Ouais. j'ai tout de suite postulé, j'avais déjà fait pas mal de stages là-bas et j'ai tout de suite postulé dans l'hôpital, qui en fait fait suite, à l'hôpital, où j'avais fait mon premier stage en seconde. L'hôpital où j'avais fait mon stage a fermé, enfin le côté gynéco a fermé et ils ont recréé un autre hôpital, un énorme hôpital où on a toutes les grossesses à haut risque, tous les bébés prématurés, mais aussi, voilà, c'est, un hôpital public, donc on a, une population, très mixte et comme c'est un hôpital public, les sages-femmes ont beaucoup plus d'autonomie qu'en clinique ou ailleurs. Donc j'ai postulé là-bas parce que, c'est là que j'avais vu le plus de choses, sympas et c'est surtout là, où j'avais trouvé vraiment que l'équipe sage-femme était jeune, dynamique, elles étaient toutes très sympas, l'ambiance était super, les médecins super. Donc j'ai postulé là-bas et donc j'ai été prise, pour l'été. En général, on remplace déjà sur les congés d'été et puis ensuite on est plus ou moins prolongé, en fonction des postes, qui se libèrent. Mais il faut savoir que c'est quand même difficile d'avoir un poste, fixe, enfin d'être titulaire d'un poste. Quand on est sage-femme, il y a beaucoup de sages-femmes, qui galèrent à trouver un poste fixe parce que, voilà, il y a très peu de ils ont regroupé les petites maternités pour en faire des plus grosses, en faisant ça, ils ont réduit les effectifs et du coup, il y a de moins en moins de place pour bosser. Et toi, tu connais des sages-femmes qui ont eu du mal après leur école Ouais. à trouver un poste? Oui, oui, Ouais? ouais, ouais, il y a des filles qui ont bossé l'été, ouais, ouais, qui ont bossé l'été à l'hôpital et puis qui ensuite ont pas retrouvé de poste. Donc soit, elles ont fait du libéral, soit elles sont restées un petit peu au chômage et puis, elles ont remplacé un petit peu encore en libéral et puis elles ont fini par trouver. Mais souvent, enfin, pour avoir une idée, moi, j'ai mis 3 ans à être titulaire de mon poste. C'est-à-dire que pendant 3 ans, on est en CDD, renouvelé. OK. Ce qui est assez rare, mais, chez nous, ça se fait bien et dans les hôpitaux publics, ils nous renouvellent comme ça, donc voilà. Et là, tu es restée combien de temps dans cet hôpital? Et bah, là, Tu y es j'y encore suis depuis le peut-être? début, ouais. Ouais, tu y es encore? Ouais, ouais, OK. j'y suis encore. En fait, j'ai été embauchée, pour l'été. Ensuite, j'ai eu, 1 mois où ils m'ont pas proposé de contrat, où j'ai fait un petit peu de remplacement libéral et puis ensuite ils m'ont rappelée et du coup, ça fait 7 ans que je suis là-bas, et je suis ravie. Après, voilà, il y a des avantages et des inconvénients, hein, l'hôpital, c'est pas toujours facile, mais voilà. Je suis ravie de l'équipe en tout cas et du travail qu'il y a à faire là-bas. Et c'est vrai qu'on pense souvent au métier de sage-femme comme la personne qui met au monde, qui accueille nos bébés. Mmh mh. Mais bon, il arrive aussi que cela se passe pas comme prévu. Mmh. Est-ce qu'il y a des situations, aussi, compliquées? Est-ce que tu peux nous en parler? Je pense, voilà, je pense, à la mort du bébé in Mmh. utero, Ouais, aux accouchements sous X et cetera. ouais. Finalement, quelle est la part de cas qui se passent moins bien que de cas, qui se passent bien? Alors, ça, c'est assez difficile à dire parce que nous, étant donné qu'on travaille dans un hôpital, de niveau 3, donc là où on a toutes les grossesses à haut risque, on a quand même une grosse proportion de grossesses, voilà, qui peuvent être compliquées ou qui ont des issues, plus ou moins heureuses. Je peux pas vraiment, dire, un pourcentage parce qu'en fait, c'est très biaisé. Toutes ces grossesses-là viennent souvent chez nous. Donc du coup, forcément, on en a plus qu'ailleurs. Quand tu appelles grossesse à haut risque, ça englobe quoi exactement? Alors déjà, nous, on a toutes les grossesses, gémellaires, les grossesses triples. Donc après, D'accord. il y a des voilà, il y a des grossesses gémellaires qui sont, simples parce qu'il y a différents types, en fait, de gémellité. Il y a les vrais jumeaux, les faux jumeaux, tout ça. Donc il y a voilà, donc on a les grossesses multiples et puis ensuite on a toutes les mamans, qui ont des pathologies déjà, de base et qui en plus derrière mettent en route une grossesse. Donc c'est des grossesses un peu plus compliquées et surtout vu qu'on a la capacité d'accueillir en néonatologie des tout petits bébés prématurés, et ben, dès qu'il y a une patiente, par exemple, qui est dans un petit centre à 1 heure de Lyon et qui va avoir un souci, qui va avoir besoin de soins ou d'une naissance prématurée, on va la muter chez nous parce que nous, justement, on a la capacité d'accueillir des tout petits bébés. Donc, en gros, D'accord. voilà, les naissances prématurées, les pathologies chroniques chez les mamans, les grossesses triples, multiples, voilà, ça va. Il y en a beaucoup chez nous, donc forcément, c'est une activité qui est très variée et très intéressante. Mais du coup, on a plus l'impression qu'il y a des grossesses pathologiques, alors qu'en fait, c'est juste parce qu'elles sont concentrées chez nous. Et on vous apprend à adapter justement votre comportement à ces grossesses à risque? Ouais, bien Comment sûr. est-ce que, toi tu fais, avec certaines femmes, voilà, qui accouchent, d'un bébé, très, prématuré? Comment est-ce que ça se passe au quotidien? Bah, déjà, on apprend un petit peu sur le tas. On a quelques cours de psychologie à l'école, mais c'est surtout en faisant qu'on apprend. Et puis, bah, comment on agit sur le moment, honnêtement, on n'a pas de. Il n'y a pas vraiment de méthode.
de schéma à suivre. On essaye d'être là pour elles, de les soutenir, de leur montrer qu'elles ne sont pas seules, de les déculpabiliser, parce que très souvent, les femmes culpabilisent, alors qu'elles n'ont absolument pas à culpabiliser. Mais voilà, on peut pas, voilà, on peut pas enlever la peine des gens qui ont des grossesses qui tournent mal, mais on peut en tout cas, voilà, les soutenir, les écouter. Et puis parfois, c'est vrai que juste leur tenir la main et ne rien dire, parce qu'il n'y a pas toujours quelque chose à dire. Une femme qui vient de perdre son bébé, on ne peut pas lui dire allez madame, c'est pas grave, ça va aller. Il n'y a rien à dire en fait. Forcément, ça va pas aller, forcément, c'est dur, et la femme, elle va faire son chemin, et le chemin, il sera plus ou moins long, mais il va falloir passer par un état où forcément elle sera triste et elle aura du mal à passer à autre chose et du mal à avoir du positif. Voilà, donc très souvent, on n'a pas grand-chose à dire. On est là, on leur tient la main, on leur dit qu'on les écoute autant qu'elles veulent, qu'elles n'ont pas à culpabiliser, mais c'est vrai qu'on voilà, on les accompagne en fait. Mais et ça s'apprend pas. C'est vraiment voilà, à force de faire qu'on est de plus en plus à l'aise. Et pendant l'école, on est confronté à des situations comme ça, où on observe un petit peu la façon d'agir de la sage-femme, et puis on en tire des leçons. Et après, voilà, ça s'adapte aussi à chaque patiente. Mm. Mais ouais, ouais, c'est vraiment, c'est un peu au cas par cas et au feeling, quoi. Le tout, c'est voilà, de leur montrer en tout cas qu'on est là, qu'on les écoute et que rien n'est de leur faute, et qu'on est dispo pour en parler et pour pleurer autant de temps qu'il faudra. Toi, tu arrives à à réussir à prendre du recul quand tu vis des situations comme ça, même que ce soit finalement des situations très positives avec un accouchement qui s'est très bien passé, et à l'inverse, Mhm. un accouchement qui se passe mal, tu arrives à rentrer chez toi et à passer à autre chose? Non, 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 c'est vrai que honnêtement, c'est ouais, ça c'est dur quand même. Ça prend beaucoup d'énergie déjà ça prend beaucoup d'énergie de soutenir quelqu'un qui est pas bien, de trouver les mots, de voilà. Et puis ça prend aussi beaucoup d'énergie d'être touchée et de pas le montrer. Enfin, c'est-à-dire que Mhm. la femme qui vit quelque chose de difficile, elle n'est pas là pour consoler la sage-femme. Enfin, t'imagines bien que Mm. si, si on verse une larme, c'est pas le moment. Donc nous, il faut qu'on se montre un peu forte. Voilà, donc moi, ça me prend beaucoup d'énergie parce que je suis hyper émotive, et que, ouais, parfois, tu sais que tu vas rentrer dans la chambre, tu souffles un grand coup et tu te dis, allez, je vais pas lui montrer. Voilà, il faut pas que nous aussi on s'effondre. Donc, mais c'est vrai que le soir, quand tu as vécu des situations comme ça et que tu rentres chez toi le soir, ouais, c'est difficile. Mm. C'est difficile. Souvent, du coup, on travaille en 12 heures. Donc, on fait par exemple 2 gardes de 12 heures et après, on a 3 jours de repos. Et D'accord. ça, je trouve ça pas mal quand même. De pouvoir vraiment couper quand tu as vécu des choses difficiles. Voilà, tu rentres chez toi, le soir, tu as le blues, tu y penses, et puis ensuite, voilà, tu as tes 3 jours. Ça te permet quand même de faire un peu le vide. Mais c'est vrai que, voilà, ça, pour le coup, plus le temps passe, plus ça s'améliore quand même. Mais c'est toujours difficile de vivre des trucs comme ça, hein. Mm. Et est-ce que tu peux nous raconter une de tes journées type, justement, comment est-ce que ça se passe une journée en tant que sage-femme? Bon, il n'y a pas une journée qui se ressemble, j'imagine, Oui, mais en gros, voilà, finalement, quelle est la part aussi du côté administratif? Voilà, comment est-ce que tu ouais. organises tes journées? Alors, déjà, il y a plusieurs types de journées en fonction de ton poste. Il y a les filles qui vont faire de la consultation, où c'est plus voilà, le côté cabinet. Les femmes viennent et puis elles ont leur consulte et on fait le dossier médical à chaque fois et puis elles repartent et on enchaîne. Et après, il y a les journées dans dans les services type salle d'accouchement ou urgence, où là, aucune de tes journées ne te ressemble. Et ça, moi, je trouve ça assez agréable. Tu vas au boulot et tu sais pas du tout ce qui va t'arriver. Ça, c'est pas du tout routinier, quoi. Donc voilà, par exemple, une journée typique en salle d'accouchement, on commence notre garde à 7h30, donc on arrive à peu près à 7h15 pour prendre la relève. On prend la Mhm. relève de nuit, donc les filles qui ont fait la nuit nous parlent des sages-femmes qui sont dans les salles d'accouchement. Ensuite, on est 4 sages-femmes, donc on se répartit chacune des patientes. Vous êtes 4 sages-femmes pour combien de salles d'accouchement? On a 8 salles d'accouchement, nous, là où je bosse. On est 4 et on est 4 pour les 12 heures, tu vois. D'accord. Donc voilà, et après, il y a l'équipe de nuit qui prendra le relais à 19h30. Donc voilà, donc quand on arrive, on se répartit les patientes de façon aléatoire. Après, on essaye quand même de faire en sorte que tout le monde soit à l'aise avec ce qu'elle va faire. Donc par exemple, si tu as une fille qui vient d'avoir un problème dans sa famille ou quoi que ce soit, c'est sûr que s'il y a une grossesse difficile, on va pas l'orienter là-dessus. Chacune dit un peu ce qu'elle se sent de faire.
quand on a le moral, qu'on se sent bien et tout, et qu'on sent qu'on a l'énergie qu'il faut, et ben on dit moi je vais prendre la patiente qui a une grossesse compliquée parce que je sens que je peux vraiment lui apporter quelque chose. Par contre, quand on est un petit peu fatigué, qu'on n'a pas le moral, tout ça, voilà, on essaie de répartir un peu les patientes intelligemment. Mhm. Et puis voilà, donc ensuite la journée suit son cours, on commence à faire le suivi des patientes. On a une grosse part d'administratif quand même parce qu'on doit écrire absolument tout ce qu'on fait. Donc on a un dossier médical informatisé et à chaque fois qu'on va voir notre patiente, qu'on examine, qu'on fait un accouchement, quoi que ce soit, il y a quand même une grosse part administrative. Il faut vraiment remplir le dossier de façon très méticuleuse, heure par heure, minute par minute, tout ce qu'on a fait. Donc ça prend quand même un peu de temps. Et puis, voilà, ensuite, en gros, on a chacune nos patientes dès le matin, puis ensuite les patientes arrivent des urgences en salle d'accouchement, et puis en fonction du nombre de patientes qui nous restent, et ben, on récupère d'autres patientes. C'est-à-dire que moi, si je commence avec 2 patientes et que je fais mes 2 accouchements, et ben, à midi, je vais récupérer d'autres patientes qui arrivent des urgences. Voilà. Donc voilà, et à 19h30, la journée se termine, on fait notre relève de nuit. Et bah souvent, c'est pas nous qui accouchons les patientes qu'on a suivies dans La la dernière journée, parce patiente, ouais. que voilà, quand tu rebosses le lendemain à 7h30 et que la dame, elle accouche à 1h du matin, à 19h30, t'es partie et t'as pas suivi la fin. Donc ça, c'est un peu frustrant, mais voilà, donc on se tient au courant, on peut remonter les voir en maternité quand elles sont dans leur chambre. Donc voilà, c'est vrai que c'est bien de faire des gardes de 12 heures parce que quand même, on s'en occupe pendant longtemps. Après, Mhm. il y a forcément un moment où il faut les lâcher à l'équipe de nuit. Et puis, voilà. Et à l'inverse, toi, quand tu arrives à 7h30 du matin, tu peux tout de suite, finalement, accoucher une femme à 8h que tu n'as pas forcément suivie avant. Exactement, ouais, ouais. Ouais, ouais, donc ça arrive, voilà, ça arrive qu'on arrive à 7h30, qu'on ait le temps de prendre un petit café, tout ça, parce qu'il y a pas beaucoup de patientes. Et puis parfois, on arrive, la nuit a été hyper mouvementée pour les filles de nuit. Elles nous font vite la relève, et puis on est toutes les 4 propulsées dans une salle d'accouchement différente à tout de suite faire pousser. Donc ça, c'est vrai que quand on prend une garde, c'est pas comme quand on est de garde dans un service où on peut arriver, se poser, prendre la relève, boire un café. Là, c'est vraiment, il faut arriver au taquet à 7h30, être prête à faire un accouchement. Donc Mmh. voilà, donc c'est vrai que, pareil, on se répartit les choses intelligemment. Si on a une collègue qui a un petit bébé de 6 mois et qui n'a pas dormi de la nuit, on va pas la faire un accouchement à 7h30, tu vois? Mais ouais, il faut être vraiment, faut être au taquet quand même quand tu commences ta garde. Et est-ce que tu as un épisode, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur un accouchement qui t'a marqué un peu plus qu'un autre? Alors honnêtement, on a tellement d'anecdotes que c'est difficile Alors, d'en. une des anecdotes, peut-être un accouchement insolite? Ah bah, des accouchements insolites, oui, oui, ouais, ouais. Ça, pour le coup, on en fait quand même, souvent quand, les patientes ont plusieurs enfants, elles accouchent de plus en plus vite et ça nous est tout arrivé d'être de garde aux urgences et de faire un accouchement, complètement insolite. Moi, j'en ai fait un sur le parking de l'hôpital où, Ah oui. où j'étais, derrière mon bureau aux urgences, le père est arrivé et il nous a dit, il était complètement affolé et il nous dit: «Ma femme, ma femme, ma femme». Oui, c'est-à-dire, dites-nous, elle accouche, d'accord, où? Et là, il buguait quoi, donc Ouais. mais elle accouche, oui, où monsieur? Sur le parking. Oh putain! Donc là, on a tout de suite, on a toujours un pack d'accouchement de prêt, tout ça. Donc là, on parle, équipe des urgences, donc la sage-femme des urgences, il y a toujours une aide-soignante aux urgences qui part avec nous. Et on essaye de laisser quand même quelqu'un aux urgences pour les autres patientes. Mais du coup, voilà, ce jour-là, on est parti donc sur le parking de l'hôpital. Et c'était un troisième bébé. Et c'était l'hiver. Et du coup, on a appelé quand même les filles de la salle d'accouchement pour venir un petit peu nous aider, apporter un drap chaud pour pouvoir vite envelopper le bébé parce qu'il allait avoir froid, tout ça. Et donc la patiente était sur le siège passager et moi je me suis mis à la place du conducteur et le mari était derrière pour coacher sa femme. Et cette femme, elle était hallucinante parce que je l'ai examinée et je lui ai dit, bon madame, on est à 10 centimètres, mais clairement, on a 5 minutes pour monter sur un brancard et aller en salle d'accouchement. Et je pense Mmh. qu'elle était, elle était trop mal et elle avait envie de pousser, quoi. Et elle me dit, mais hyper sereinement, elle a soufflé un gros coup, elle me dit, non, non, on va allonger le fauteuil, on va rester ici, on va pousser ici, on va être bien. Ok, donc là, la nana, elle est,
elle est forte psychologiquement parce qu'elle a pas peur, elle se dit: «Bon, bah, voilà, ça va se faire ici et ça va bien se passer». Donc on lui a dit: «Non, mais évidemment, c'est votre troisième, ça va bien se passer. Vous allez pousser 2 fois, il sera là». Et les filles de la salle d'accouchement sont arrivées avec des draps pour en mettre sur le pare-brise pour que personne ne voit, parce qu'évidemment, les Ouais. gens regardaient. Et bah, le bébé est né en 2 minutes, il allait super bien. On l'a enveloppé dans un drap chaud, on l'a emmené en salle d'accouchement et derrière, on a passé la lame sur le brancard et donc on l'a couverte, tout ça. Et quand elle est passée, donc elle a traversé le parking, puis ensuite le hall de l'hôpital, tout le monde l'applaudissait. Enfin bon, elle était trop contente. Elle était, Ah, voilà, c'est génial. ça avait été un peu choquant quand même pour elle parce que je pense qu'elle a pris sa voiture avec quelques contractions et puis ensuite ça s'est accéléré dans la voiture, ils ont paniqué. Et puis au final, ça s'est super bien passé très vite. Et puis les gens, voilà, les gens étaient hyper émus sur le parking, ils applaudissaient tous. Enfin voilà, c'est un exploit quand même d'accoucher sans péridurale dans une voiture et de façon très détendue. Elle a vraiment, voilà, je pense qu'elle a vraiment pas perdu ses moyens et vraiment lui a proposé de partir en salle d'accouchement en 2 secondes, mais c'est vrai qu'elle a pas tort, ça aurait précipité les choses. Et là, elle nous a dit non, non, je vais pousser tout de suite et ça va bien se passer. Donc voilà, oui, c'est vrai que ça m'avait Heureusement que marqué. c'était son troisième. Oui, voilà, voilà, Si ça avait été le premier, ça aurait savait ce peut-être que pas été c'était. pareil. Non, c'est clair. Voilà, mais c'est vrai que les femmes déploient quand même un truc à ce moment-là. Voilà, elles sont très fortes et je pense qu'elles pensent à leur bébé et qu'elles se disent bon bah voilà, c'est pas le moment de partir dans tous les sens, je me concentre. Et je trouve que toutes quand même elles se maîtrisent même si elles ont peur, tout ça au moment clé. Voilà, toutes celles qui accouchent de façon insolite au moment où il faut pousser, Ouais, elles sont là, quoi. elles ont la tête sur les épaules et elles sont impressionnantes, honnêtement. Et toi, quel est ton rapport par rapport à la peur? Parce que est-ce que tu appréhendes, chaque accouchement? Est-ce que, comme tu es la personne, voilà, qui doit montrer que, bah, que tu es forte et que tout doit bien se passer et va bien se passer par rapport à la patiente, tu arrives à garder le contrôle, et avoir de moins en moins peur finalement? Est-ce que tu Ouais, te forces à alors être rassurante? alors ça, j'ai trouvé ça très, très dur au début de mon exercice parce que, au début, on a très peur et on a du mal à jouer un peu le double jeu, c'est-à-dire d'avoir très peur et de montrer que tout va bien. Je pense qu'au début, quand on Ouais. est toute jeune sage-femme, les femmes sentent quand même voilà, qu'on a peur. Maintenant, au bout de 7 ans, j'ai toujours peur, à chaque accouchement quand même, un petit peu, ça dépend de l'accouchement. Effectivement, si c'est un troisième bébé, que les 2 premiers se sont très bien passés, que ça se présente bien, je pense que là, aujourd'hui, j'ai plus peur. Mais avec un accouchement voilà, classique, j'ai toujours un petit peu peur, mais aujourd'hui, je pense que j'arrive à ne pas le montrer. Et là où on a une super équipe, je trouve, c'est qu'en fait, quand on fait un accouchement, nous, on essaye de ne jamais être seul. Donc, il y a toujours l'auxiliaire puère qui va accueillir le bébé qui est à côté et qui a bien l'habitude et on arrive à se comprendre quand elle sent qu'il y a un moment un peu délicat, que la sage-femme a un peu peur, tout ça, bah, elle va plutôt divertir la mère, leur parler, les rassurer, voilà, parler des soins du bébé qu'on va faire. Donc, je trouve que là-dessus, on arrive en général à cacher notre peur, mais quand on n'y arrive pas, on a quand même le reste de l'équipe voilà, qui un peu plus, voilà, qui peut prendre le relais et même une autre sage-femme. Parfois, moi, j'ai des accouchements qui me stressent et je demande à une autre sage-femme de venir pour coacher la patiente. Et cette autre sage-femme, elle suit pas la patiente depuis 10 heures. Elle a un regard un peu plus extérieur et elle est plus posée et elle peut aussi, voilà, coacher la patiente quand nous, on est un peu absorbé par le côté technique et qu'on n'arrive plus trop à être là. Voilà, au niveau psychologique de la patiente. C'est dur parfois d'être concentré sur quelque chose de technique et d'avoir des paroles complètement détachées de ça. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais Ouais, 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 je vois ce que tu veux parfois dire. c'est un petit peu dur de faire le double jeu, quoi. Et du coup, c'est bien dans ces moments-là, quand il y a une personne, une tierce personne qui parle à la patiente et qui les fait rire et qui, voilà, c'est pas mal. Et ça t'est déjà arrivé d'avoir des femmes, qui étaient agressives? Ah oui, oui, très souvent. Alors déjà, il y a les femmes sont souvent agressives quand elles ont mal, mais ça après, je trouve pas que ce soit une vraie agressivité. Tout le monde est agressif quand il souffre. Souvent, elles le sont et elles s'excusent 2 secondes après et voilà, donc ça, c'est un peu normal. Par contre, des femmes agressives, il y en a beaucoup quand même aux urgences, quand il y a beaucoup d'attentes. Oui, oui, il y en a et il y a beaucoup de maris agressifs aussi. Parce que je pense que les Ah maris oui? sont quand même, voilà, ils sont très inquiets et quand ça va pas assez vite ou quand on les voit pas assez vite aux urgences et qu'ils attendent en salle d'attente,
forcément ça suscite, voilà, une inquiétude et forcément après ils deviennent agressifs. Mais on peut comprendre, hein. On peut Mmh. comprendre. Après, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'hôpital public, on est quand même on manque de moyens, les délais d'attente aux urgences sont assez longs et nous, on essaie de faire de notre mieux. Donc c'est vrai que, on a tendance à se dire, voilà, il ne faut pas non plus que ça tombe sur nous parce qu'on n'y est pour rien. Mais d'un autre côté, on peut comprendre que les gens qui sont stressés et qui attendent d'avoir leur consultation, commencent à être agressifs. Mmh. Mais oui, oui, ça nous arrive, bien sûr. Et puis après, il y a des situations de vie qui rendent les gens agressifs aussi. Une femme qui va être voilà, toute seule pour accoucher, dont le mari n'est pas présent parce qu'il l'a abandonnée juste avant et tout, forcément, elle est plus à fleur de peau. Donc, Et sur les suivis, justement après, sur les quelques jours que les femmes passent à la maternité, est-ce que ouais. tu vois beaucoup de, ce qu'on appelle des baby blues ou des dépressions, Oui. après la grossesse? Est-ce que ça finalement tu en vois souvent Alors, ou de pas? dépression, alors il y a une différence entre le baby blues et la dépression du postpartum. Le baby Postpartum, ouais. blues, le baby blues, c'est normal. Toutes les patientes à J3 après leur accouchement, 3 jours après leur accouchement, ont une chute d'hormones et elles ont toutes un petit coup de blues. Donc ça, oui, on le voit honnêtement quasiment chez tout le monde. Le post-accouchement, c'est quand même difficile parce que déjà, il y a cette chute hormonale, donc médicalement, c'est forcément, elles ont un petit coup de mou, mais aussi, voilà, quand elles étaient enceintes, elles étaient très très belles, tout le monde les regardait, tout le monde regarde le ventre, tout ça. Là, c'est vrai que le regard se porte uniquement sur le bébé. Donc la famille vient, est autour du bébé, mais la femme, elle se sent un peu, voilà, elle se sent un peu délaissée. En général, elle est fatiguée. Et puis surtout, toutes les femmes ont peur de pas bien gérer le rôle de maman. Elles ont toutes peur de mal faire les soins, de mal faire l'allaitement. Quand le bébé pleure, et ben elle se culpabilise beaucoup. Donc oui, toutes les femmes ont un coup de blues. Je crois que le passage, moi j'ai pas d'enfant, mais j'ai l'impression que le passage des 3 jours en maternité, c'est quand même assez difficile psychologiquement. Mmh. Elles se remettent beaucoup en question. Voilà, elles disent toutes, je sais pas si je vais être une bonne maman, je me sens inutile. Ils pleurent et je sais pas quoi faire, mais c'est des choses qui sont complètement normales en fait. Un bébé, il faut apprendre à le connaître quand il naît et au bout de 3 jours, on le connaît pas, donc forcément notre bébé il pleure et on n'arrive pas tout de suite à comprendre ce qu'il veut nous dire. Mais voilà, il faut un temps d'adaptation et elles ont toutes un petit baby blues pour répondre à ta Mmh. question. Après, la dépression du postpartum, c'est autre chose. C'est vraiment un baby blues qui dure des mois et Ça, c'est traité par des oui, psychologues? voilà, c'est Mmh. traité. Mmh. Après, c'est un peu autre chose. C'est traité par des psychologues, des psychiatres, voilà. Nous, on a une unité pour les patientes, voilà, qui ont du mal un petit peu à établir le lien de façon sereine. Mais moi, je travaille pas du tout dans cette unité, donc je ne sais pas du tout, honnêtement. Mmh. Et est-ce que tu as vu une évolution des demandes d'accouchement naturel Ah oui, depuis ouais, ouais. quelques années? Ouais, 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 beaucoup, beaucoup. Les femmes veulent de plus en plus, accoucher sans péridurale, accoucher dans des positions, qui ne sont pas la position, gynéco, classique. Elles ont de plus en plus de projets de naissance. Donc, le projet de naissance, ça consiste à, pendant la grossesse, écrire un texte où elles expliquent tout ce qu'elles aimeraient, avoir pour le jour de leur accouchement. Donc il y en a qui ont des projets, complètement, réalisables. C'est-à-dire que elles veulent accoucher avec de la musique, elles veulent accoucher à 4 pattes, elles veulent accoucher sans péri, tout ça. Bon, ça, c'est complètement faisable. Nous, on respecte ce qu'elles veulent Mmh. dans la mesure où on ne prend pas de risque pour le bébé. Après, il y a des projets de naissance qui ne sont pas réalisables. Une femme qui va écrire sur son projet de naissance en aucun cas je ne veux une césarienne, voilà, nous, c'est pas réalisable, quelque chose comme ça. On leur explique bien que si jamais le bébé souffre ou s'il y a un besoin vraiment de faire une césarienne, on sera obligé de la faire. Mais on ne peut pas faire une césarienne sans l'accord d'une patiente. Mais oui, oui, les accouchements naturels sont de plus en plus à la mode. Et voilà, après, on peut Mmh. faire les choses dans la mesure où elles sont faisables. C'est-à-dire qu'une femme qui a une péridurale, elle peut pas accoucher à 4 pattes parce qu'elle tiendra pas à 4 pattes. En fait, ses jambes seront trop faibles. Mmh. Et voilà. Après, une femme qui n'a pas de péridurale, nous, voilà, elle arrive, elle se met dans la position qu'elle souhaite, là où elle est le plus soulagée. Et puis nous, on s'adapte, hein. On sait faire les accouchements un peu dans tous les sens, sans problème.
Et toi, quel Ouais. est justement ton rapport à la maternité? Est-ce que tu penses le jour où tu seras enceinte et tu devras accoucher, ça sera plutôt une étape, normale à passer ou comment est-ce que tu l'appréhendes? Bah, déjà, je pense que ce sera bien pour mon exercice, enfin pour mon métier, parce que toutes les filles, toutes mes collègues sages-femmes qui ont déjà des enfants me disent qu'on voit plus du tout notre métier pareil quand on a accouché, qu'on comprend D'accord. plus, les petites douleurs, les petits maux des femmes. Donc voilà Mmh. et puis, bah, moi je l'appréhende, plutôt bien, pour ce qui est de l'accouchement. Forcément, c'est toujours un peu stressant, mais je pense que de toute façon, pour me rassurer en tout cas, j'accoucherai là où je travaille, parce que je trouve que Mmh. l'équipe est top et que je serai vraiment en confiance là-bas. Après, ce que j'appréhende plus personnellement, c'est l'après. J'ai l'impression que vraiment après, c'est quand même, voilà, ça bouleverse, quoi. Que les quelques jours après, le fait d'être maman, voilà, le coup de blues, tout ça, j'appréhende plus ça que l'accouchement. Et on entend souvent, que certaines sages-femmes s'arrêtent finalement, une fois qu'elles ont des enfants parce qu'elles peuvent plus tenir le rythme, des gardes de Ouais. de nuit, du Mmh. travail le week-end. Ça, tu le vois aussi de Oui, ton oui, oui. côté? Ouais, 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 Ouais. quand même. Oui, oui, bah, et puis je peux le comprendre, hein. C'est quand même, pour la vie de famille, c'est compliqué de travailler pour le jour de Noël, de travailler le 31 décembre, Ouais. de louper, voilà, des moments précieux, les week-ends, les soirs. Les filles qui ont des enfants, bah, 2 ou 3 soirs par semaine, elles disent pas bonne nuit à leurs petits et puis après le lendemain, ils partent à l'école et elles rentrent après que le petit soit parti à l'école, donc en fait, elles le voient pas pendant 2 jours, quoi. Donc ça, oui, oui, il y a beaucoup de sages-femmes qui changent de rythme, mais il y en a quand même encore, beaucoup qui ont des enfants et qui continuent les gardes et qui apprécient aussi ce rythme parce que sur les journées où on ne travaille pas, on profite de nos enfants pleinement. Voilà, c'est une façon de c'est chacun sa façon de voir les choses, mais il y a beaucoup de filles, oui, oui, qui changent de rythme, avec le temps. Et tu travailles obligatoirement le week-end en plus? T'as pas du tout de Ouais, en fait, si on choisit de travailler, de faire de la salle d'accouchement, en fait, alors en tout cas chez nous, c'est comme ça, on fait partie d'un groupe de sages-femmes qui tourne, donc tous les 6 mois, on change de service et on fait que des gardes de 12 heures. Donc ouais, c'est, c'est ça. Mmh. alternance jour, nuit, week-end. Après, il y a des postes D'accord. en consultation, il y a d'autres postes. Moi, actuellement, là, ça fait 6 mois que j'ai pris un poste en consultation, Mmh. où je fais de la consultation de terme, donc de fin de grossesse et où je fais des échographies. Donc ça, je suis très contente d'avoir pris ce poste parce que j'ai passé un diplôme d'échographie et du coup, là, je peux l'utiliser. Mais voilà, je suis encore un peu jeune pour faire ça tout le temps et je pense que la salle d'accouchement va vite me manquer. Mais oui, après, voilà, il y a quand même des possibilités pour rester à l'hôpital et travailler en horaire classique. Mais si on travaille en horaire classique, on fait plus de salle d'accouchement. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? C'est quoi? C'est les relations humaines, Ouais, j'imagine c'est plutôt ou? le lien avec les gens. Ouais, ouais. Mmh. Après, la technique, c'est quand même sympa aussi. Je trouve que, voilà, là, moi, je prends plaisir à faire des échographies et j'aime beaucoup voilà, faire un accouchement. Je trouve ça super quand même. Mais ce que je préfère finalement dans le fait de faire un accouchement, c'est de coacher la patiente, plus que l'acte en fait. D'accord. Ouais, c'est plutôt le côté humain. Mais voilà, voilà, ce côté humain, il est génial. Mais après, voilà, il est difficile parfois, il peut être épuisant. Voilà, c'est voilà, les pour et les contre. Mais oui, oui, c'est clairement pour le côté humain que je le fais. Et puis, c'est globalement quand même un métier dont l'issue est heureuse. Je pense pas que j'aurais pu faire, voilà, être médecin dans des domaines où c'est plus triste. Là, quand même, globalement, même s'il y a des moments difficiles, c'est quand même la vie, c'est quand même le plus beau moment des gens. Les femmes, elles ont des contractions, elles ont mal, mais elles sont quand même contentes parce qu'elles vont voir leur petit. C'est un truc de fou quand même. Et est-ce que tu as vu ton métier évoluer depuis que tu l'exerces? C'est-à-dire évoluer dans le regard, même qu'on peut avoir sur le métier de sage-femme? Ouais, je trouve que on nous reconnaît de plus en plus. Mmh. Moi, en tout cas, dans mon entourage, quand j'étais jeune et que j'ai fait l'école de sage-femme, je pense que peu de gens savaient exactement en quoi ça allait consister et peu de gens étaient curieux de savoir ce que c'était, voilà. Et parce qu'on était jeunes et voilà. Mais aujourd'hui, ayant de plus en plus de copines qui ont des enfants, les gens sont beaucoup plus curieux, beaucoup plus admiratifs et ça m'arrive souvent que
que des copains ou des filles me disent mais moi ma sage-femme je m'en souviendrai toute ma vie ou que le mari me dise mais nous on s'est vraiment rendu compte du métier de sage-femme quand ma femme a accouché. Donc oui, moi je trouve que ça évolue quand même dans le regard Mmh. des gens. Et est-ce que toi, tu te vois, plus tard ouvrir ton propre cabinet, en libéral? Et justement, Oui, mixer ouais, ouais. échographie, consultation, Ouais, ouais, ouais. mmh, Oui, oui, complètement. Parce qu'à l'hôpital, c'est voilà, c'est chouette, mais le rythme est dur. mmh. Et tu pourrais mixer justement être sage-femme libérale et faire des accouchements à l'hôpital ou pas du tout? Alors ça c'est le gros, la grosse tristesse, c'est qu'en fait, dans les hôpitaux publics, en tout cas là où je travaille, ils n'acceptent pas, qu'on ait la double activité. En fait, ils nous laissent la possibilité d'avoir une activité libérale et de travailler à l'hôpital que dans le cadre de la création d'un cabinet. C'est-à-dire qu'on crée notre cabinet, on peut se mettre à 50 pendant 2 ans, Mmh. histoire d'être sûr de voilà, de s'assurer quand même un salaire à mi-temps et puis ensuite de lancer notre activité tout doucement. Mais par contre, après, une fois que l'activité est lancée, on doit faire un choix. C'est soit on reste à l'hôpital, soit on se met complètement en libéral. Donc ça, je trouve ça quand même dommage de ne pas pouvoir garder une garde par semaine, par-ci, par-là. Voilà. Après, je sais que ça se fait dans certaines cliniques privées, mais le boulot en clinique privée n'est pas le même qu'à l'hôpital non plus. Donc moi, honnêtement, je vois pas l'intérêt de continuer la salle d'accouchement si c'est pour être en clinique et de ne pas faire les accouchements. Enfin, Oui, parce qu'en clinique privée, c'est plutôt les gynécos, c'est ça? Les voilà, gynécos qui font les c'est plutôt le accouchements et gynéco. ouais et la sage-femme Ouais. assiste. Mmh. Exactement, la sage-femme suit le travail et le gynéco arrive pour l'accouchement parce que le gynéco a suivi, c'est sa patiente et souvent d'ailleurs les patientes ont envie que ce soit leur gynéco parce que c'est hyper rassurant, elles le connaissent, tout ça, mais pour nous, l'intérêt est pas énorme. Mmh. Et en tant que sage-femme libérale, est-ce que tu pourrais, toi, être amenée à, faire des accouchements pour une de tes patientes chez elle? Alors, il y a des sages-femmes libérales qui le font. Ouais. Moi personnellement, je me sentirais pas du tout de faire ça. C'est particulier, déjà j'ai pas assez d'expérience et puis je trouve pas ça, assez sécurisant de pas être dans un contexte, voilà, un minimum, médicalisé. Je suis pas pour l'accouchement surmédicalisé, mais à domicile, je me sentirais pas de faire ça. Après, il y en a qui le font et évidemment, elles prennent toutes leurs précautions. Elles sont rattachées à une structure hospitalière et ça se passe très bien. S'il y a le moindre souci, elles migrent à l'hôpital et voilà. Mais moi, je sais que si je me mets en libéral, je ferais pas ça. Je ferais plutôt, voilà, du suivi de grossesse, de la préparation à l'accouchement, des monitorings à domicile, de la rééducation du périnée, peut-être de l'échographie, mais en tout cas, pas d'accouchement à domicile. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu, bah, de la situation, du moment. On est en plein Mmh. coronavirus, donc toi, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment toi ça a chamboulé, ton quotidien, justement en tant que sage-femme? Alors moi, j'ai un poste, en consultation qui n'a pas encore été, très chamboulé puisque ce sont des consultations qu'on est obligé de faire. Je vois les patientes à terme, donc on est obligé de suivre une patiente de façon rapprochée quand elle arrive à son terme. Mais ce qu'on essaye de faire là en ce moment à l'hôpital, c'est de faire en sorte que le moins de patientes, viennent dans l'enceinte de l'hôpital. Parce que si elles viennent forcément, elles peuvent être en contact avec des germes. Donc toutes les patientes qui sont à bas risque, qui ont des grossesses simples, vont être plus vues en libéral là pendant ce temps de coronavirus. Et moi, je continue de voir les patientes qui ont besoin de plus de surveillance. Mais par contre, au niveau de l'hôpital, oui, ça se réorganise bien. On a une unité spéciale qui se met en place. Et pour avoir le plus de monde disponible, on arrête toutes les activités qui sont non indispensables. Donc, on essaye de faire des consultations de suivi de grossesse par télémédecine, enfin, Mmh. via une caméra. On essaye de faire en sorte que le moins de patients possible viennent à l'hôpital pour des choses qui ne sont pas indispensables pour éviter de les mettre en danger. Et On se prépare bien, hein, mais c'est ouais, pas facile. tu ressens une crainte aussi de la part des femmes enceintes quand elles arrivent à coucher là en ce moment? Oui, Ouais, 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 bien sûr, ouais. ouais. Bah, elles ont peur, alors la grosse crainte, c'est d'être séparées du père, Mmh. aussi pour Mmh. la salle d'accouchement. Alors pour l'instant, toi, c'est autorisé? Ce C'est qu'on toujours comprend, voilà. autorisé? Pour l'instant, il y a pas de souci, le papa est en salle d'accouchement, Ouais. mais malheureusement, tout est susceptible de changer, en fonction de l'évolution de l'épidémie. Donc les patientes, on les rassure, on leur dit que leur mari sera en salle d'accouchement, mais on leur dit qu'on n'est pas sûr de pouvoir, leur dire ça demain. Donc c'est assez stressant pour elles, ouais, ouais, elles ont beaucoup besoin d'être rassurées, ce qui est normal, hein, Mmh. mais Comment vous faites quand il y a une femme qui arrive avec justement des symptômes du coronavirus? Vous la testez, tout de suite?
Ouais, alors ça c'est un petit peu compliqué, on teste pas. Alors après, tout ce que je dis, c'est vrai que ça évolue, Bien sûr. de jour en jour en fonction des recommandations, donc ce que je dis aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain, mais ça dépend des patientes. Il y a des patientes qui ont quelques petits symptômes, qui ne vont pas être hospitalisées, qui ont aucun signe de gravité et qui sont renvoyées à la maison et on les teste pas. On teste que les patientes qui vont être hospitalisées ou qui ont des signes de gravité. Et si elles ont des signes de gravité, évidemment, on les garde et on a créé une unité, on est en train de la créer justement pour ça, avec une sage-femme qui n'est dédiée qu'à cette patiente, pour qu'il y ait le moins possible de transmission de patiente à patiente, en fait. La sage-femme est juste pour la patiente qui est porteuse du coronavirus. La sage-femme, évidemment, se protège, doit s'habiller à chaque fois qu'elle rentre dans la chambre. Voilà, mais voilà, ça se met bien en place. On arrive à avoir du personnel, en fait, parce qu'ils ont fermé, en tout cas, les activités non indispensables. Donc, du coup, ça fait que certaines sages-femmes sont disponibles. Et puis, bah, forcément, je pense qu'on va faire des heures supplémentaires. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Et qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui voudraient s'orienter, en tant que sage-femme aujourd'hui? Ça m'est souvent arrivé qu'on me donne le contact de gens qui ont envie soit de se réorienter, soit de faire sage-femme tout court après, le bac. Le mieux, c'est de venir voir quand même Ouais, ce que c'est. Moi, j'ai une fille qui m'avait contactée, qui travaillait déjà depuis un bon bout de temps, qui avait déjà 3 enfants, tout ça et qui était venue faire une journée, aux urgences, dans notre hôpital pour voir un petit peu ce que c'était et je crois qu'elle a choisi de faire l'école, de sage-femme derrière. Qu'est-ce que je conseillerais? Bah, moi, je dirais honnêtement que c'est un métier vraiment magnifique où on ne s'ennuie jamais, qui, voilà, qui nous comble quand même. Je trouve que c'est un métier, voilà, où on ne s'ennuie pas, où on se sent très utile et on a une grosse reconnaissance des gens. Après, évidemment, il y a des côtés, voilà, négatifs, les jours, les nuits, les week-ends, la rémunération, voilà, il y a des choses qui sont pas forcément simples. Donc, il faut vraiment être motivé. Il faut vraiment faire ce métier si on est très, très si on est motivé, que c'est un peu une passionné, ouais. vocation. Mmh. Voilà. Après, il y a un truc qui est difficile quand même dans ce boulot, c'est l'école, je trouve, les études de sage-femme. Ça change, c'est de plus en plus souple, mais voilà, il faut pas que les étudiants de sage-femme se découragent pour autant parce que l'école, c'est quand même assez strict et difficile. Mais moi, je conseille ce métier. Si on est prêt à faire des concessions et si on est prêt voilà, à travailler la nuit, mais pour une reconnaissance de fou quand même. Enfin, moi, je me dis toujours que c'est, ça m'est souvent arrivé d'accoucher et des bonnes amies. Et c'est vrai que voilà, c'est quand même très contraignant parce que c'est très stressant et qu'il faut être dispo tout le temps et que le mois où leur terme est prévu, en général, moi je reste à Lyon, j'essaye de ne pas bouger pour pouvoir être dispo n'importe quand. Mais derrière, le bonheur que ça donne, ça vaut quand même le coup. Donc voilà, c'est vraiment l'illustration du truc plein de contraintes, mais que je fais quand même parce que je trouve ça tellement génial après de l'avoir fait. Et je trouve ça tellement génial pour mon amie, qu'elle ait été avec des gens qu'elle connaisse, tout ça, que je le fais parce que je trouve que, voilà, le jeu en vaut la chandelle, quoi. C'est un très, très beau métier. Mmh. Ouais, non, non, mais c'est un super métier. Franchement, c'est. Quand tu disais tout à l'heure qu'il y avait des gens, qui t'appelaient justement pour se réorienter, tu en vois, de plus en plus? Tu as beaucoup plus de demandes? Euh, non, j'ai eu 3 demandes depuis que je suis sage-femme. Donc, tu vois, c'est pas énorme. Mais il y a une jeune fille, c'était juste après son bac, ou juste après ses années de médecine, je crois. Elle devait choisir entre ça, kiné, dentaire, tout ça. Elle m'avait appelée, mais sinon, c'était 2 filles qui faisaient littéralement autre chose et qui ont fini par se réorienter. Donc, Ouais, c'est pas facile ouais, en c'est plus étonnant. de rempiler pour 4 ans d'études, Ouais. Bah, honnêtement, moi, c'est ce que je m'étais dit. Je me suis dit: «Attends, les filles, elles avaient quand même des professions où elles auront toujours du boulot, elles gagnaient bien leur vie, elles avaient 3 enfants» et moi, je me dis: «Oh là là, refaire 5 ans, enfin, l'année de médecine plus les 4 ans d'école, travailler la nuit et le week-end, repartir à zéro en stage». Il faut quand même du courage, hein, ouais, franchement, ouais, mais bon, après, si c'est vraiment une vocation, si c'est pour être, bien plus heureuse au boulot, mais c'est bien clair. sûr. Mmh mh. C'est clair. Pour le coup, moi, je sais pas ce que c'est que de s'ennuyer au boulot. Enfin, donc après, je peux pas juger voilà, à chaque fois, c'est des filles qui m'ont dit: «Je m'ennuie au boulot, je suis pas comblée, je suis pas motivée pour y aller». Bon, pour le coup, nous, c'est les sages-femmes, c'est pas un truc qu'on connaît ça, on s'ennuie jamais.
Et toi, tu t'es jamais dit un jour, après une journée épuisante, voilà, de travail avec des accouchements compliqués, ouais, que finalement c'était dur et que enfin, tu t'es jamais imaginé une seconde faire autre Ah chose? si! Ah ouais? Ah si, si. Si, si. Moi, je suis assez en plus, je suis assez émotive, je suis assez impulsive, tout ça, donc je vais vite te dire que c'est un métier génial et après je vais avoir 2 gardes horribles et je vais rentrer à la maison et je vais dire: «Non mais c'est terminé, ça me saoule, c'est l'enfer ce métier», tout ça et 2 heures après je regrette, mais je changerai jamais de métier clairement, Mmh. c'est sûr, mais et je regrette pas de l'avoir fait, mais vraiment si, bien sûr, il y a des lendemains de garde, ou des situations qui nous poussent à bout et puis, bah, là, je te parle de la reconnaissance des gens, tout ça qui est incroyable, mais évidemment qu'il y a des gens qui sont pas reconnaissants. Moi, ça m'est arrivé une fois en salle d'ac, à 4 heures du matin, de m'occuper d'une patiente. Son cas était assez compliqué et je faisais tout ce que je pouvais pour que ça se passe bien. Et elle m'a dit, «Oh là là, mais comment vous faites là pour faire ce métier là? Voir des femmes toutes nues toute la journée, là, vous êtes entre nos jambes et tout, mais c'est l'horreur». Et là, je me suis dit: «Mais c'est quand même l'horreur». Enfin, c'est ce qu'elle vient de me dire, c'est hyper rabaissant. On va mettre au monde son petit, il est 4 heures du mat, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller se coucher et on fait tout ce qu'on peut pour elle. Et il y a quand même des gens encore qui ont, voilà, pas énormément de reconnaissance et tout. Donc, il y a des moments comme ça où quand les gens sont agressifs, qui manquent de reconnaissance, ou quand tu as une situation difficile, quand tu as fait une garde de nuit où tu n'as pas touché terre parce qu'il y a eu trop d'accouchements en même temps, mais tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ce métier, quoi? Pourquoi je ne suis pas tranquille sur un bon fauteuil devant mon ordi ou donc bien sûr qu'il y a 150 000 fois où je me suis dit, «Mais c'est l'enfer, j'en peux plus». Mais honnêtement, j'adore quand même. Mmh. C'est difficile de suivre parce que dans mon entourage, ça leur est arrivé de me dire: «Mais sinon tu pourrais faire autre chose» et moi: «Mais non, mais pas du tout, j'adore, mais j'en peux plus, c'est l'enfer, quoi». Donc heu, donc c'est vraiment, non, non, c'est pas qu'un beau métier, c'est aussi un métier hyper difficile, fatigant physiquement et psychologiquement, voilà. C'est pour ça que si on le fait, il faut vraiment, voilà, moi souvent quand je suis démotivée, que j'ai plus envie, je me dis: «Mais repense à ce pourquoi tu l'as fait». Voilà, je me remotive vite, mais c'est vrai qu'il y a des moments de désespoir, hein. Ouais, Clairement, ouais, on s'ennuie pas, mais on a des hauts et des bas. c'est sûr. Voilà, Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Marie, bah, pour toute pris. cette conversation et nous avoir, raconté vraiment, toutes tes journées en tant que sage-femme. C'était Ouais, hyper intéressant. merci. Et ben, j'espère que ça va aller et que les prochaines semaines vont pas être trop rudes, pour toi. De toute Ouais, façon, je pense que on va faire ce qu'on peut. quand je vais poster cet épisode, on sera déjà sur un autre stade, donc je sais pas On sera sorti on du sera bah, positif ou j'espère qu'on en sera négatif, je sais pas, sortis et je sais bien. pas, Ouais, pas sûr. j'espère On positif, hein. verra. En tout cas, Ouais. merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci. Merci. Bah, merci à toi. Salut. À bientôt, au revoir. Ciao. Un grand merci à Marine d'avoir pris le temps de nous raconter les dessous de son métier et de son quotidien. Je souhaite à Marine, comme à tout le personnel soignant, beaucoup de courage pour ces prochaines semaines et un immense merci pour leur aide au quotidien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles et même un petit commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et surtout prenez bien soin de vous.